Donc, bonsoir. Ce soir, conférence sur sur le plaisir, jouer ou non. Alors, la première chose que j'avais envie de partager à propos des 3 mots auxquels je tiens beaucoup, si nous sommes en difficulté avec le mot plaisir, c'est que nous confondons avec désir, et pour moi, c'est la première distinction à faire, nous le confondons avec joie, avec bonheur, avec excitation. Donc là, je reviens bien à ce mot. Donc, quand je donne le mot plaisir, je parle du concept dans l'adulte. Qu'est-ce que c'est que le plaisir? De quoi est-il assorti ou à quoi est-il sorti? De quoi est-il distinct, etc. Donc là, je mets en route quelque chose de mon mental pur. Alors que quand je parle de jouer, je vois que c'est une autre partie de moi qui est sollicitée. Et là, c'est l'état de moi enfant. Je joue. Je suis dans quelque chose, d'une expansion. Je vais bien sûr y revenir. Et quand j'insiste sur ou pas, c'est que là, je fais intervenir l'état du moi parent. C'est que quelquefois, j'ai intérêt à ne pas jouer. J'ai intérêt à être dans une autre instance. Donc, c'est ma partie parentale qui va effectivement gérer. C'est là qu'il y a le clivage. Je viens juste de commencer. Bienvenue. Attention, voilà. La partie clivage, la partie raisonnable, c'est qu'il y a des temps pour jouer, puis il y a des temps sans jouer. Attends, j'arrête. Distinction des mots. 3 états du moi. Donc, comme pour tous les thèmes que j'aborde, il y a toujours le précieux d'une permission et le précieux aussi de la permission du contraire. OK pour ça? Alors, quand aussi, ce qui m'intéressait comme introduction, dont je ne parlais pas donc, dans l'état de veille, c'est de voir que le plaisir va être assorti à toutes les émotions, aux 7 émotions. Bien sûr à la joie, bien sûr à la peur de cette expansion, et j'en parle dans l'état de veille, donc avec ce besoin de sécurité qui va permettre de gérer cette peur, tout à coup d'être dans quelque chose d'excessif. Bien sûr, la colère, je vais revenir notamment dans la taquenerie, dans la plaisanterie, il y a toujours un petit pourcentage de colère ou d'agressivité. Bien sûr, il y a la surprise. Bien sûr, il y a le chagrin aussi. On verra avec le mécanisme de défense qui est quelquefois le jeu dans ces circonstances, et ça revient à ce que tu proposais tout à l'heure aussi. Et puis, il y a la douleur qui peut être effectivement très mitoyenne de cette expérience du plaisir. En fait, dimanche, où on projetait dans le festival cinéma La fille sur le pont, je regrettais qu'on n'ait pas 1h30 de plus, parce que dans La fille sur le pont de Patrice Lecomte, il y a tous les degrés, toutes les modalités du plaisir. Le plaisir, la tension, le plaisir, la peur, enfin, tout était illustré dans ce film, et je vous invite, si vous n'avez pas revu récemment, à les retrouver. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose dans le vif du sujet. Sinon, les 2 auteurs que je recommande à propos du plaisir, avec une grande originalité, c'est bien sûr René Girard, avec le lien entre le plaisir et le sacré. Je vais revenir à propos des tabous. Et l'autre qui a été une grande découverte pour moi l'année dernière, qui est David Le Breton, qui parle du plaisir et de toutes les autres expériences de vie avec une acuité, une intelligence et une originalité. Ça vaut le détour, même si de temps en temps, c'est un petit peu rude. Ce n'est pas une lecture sur la plage, évidemment, mais ça vaut la peine. Donc, les états du moi, les émotions, qui sont toujours là, avec un mix différent, avec des alliages différents, avec des priorités différentes, mais il est naturel dans le plaisir d'être rappelé par des émotions diverses. Voilà. Quand je parle aussi donc, du plaisir, j'ai voulu, pendant que je suis sur l'analyse transactionnelle, je voudrais bien revenir sur les positions de vie que vous connaissez sans doute, plus. Hein. Quand je suis en plus, le plaisir, c'est du côté de la célébration, du partage, on est dans quelque chose donc, aussi d'une forme d'intimité. Hein, on est dans le rire, on est dans se rencontrer. Et ça, c'est pour ça que j'insiste sur ce mot intimité, dont je ne parle pas dans l'état de veille, mais je regrette, parce qu'il n'y a pas pour moi de rencontre forte sans cette capacité d'être dans le plaisir qui permet une intimité
avec son bébé, une intimité aussi avec ses amis, une intimité avec son amoureux, sans cette liberté de jouer, pas d'intimité. Ça, c'est important. Et dans un autre degré, je verrai tout à l'heure, et dans le social, sans cette liberté de jouer, pas de cohésion, pas de célébration, pas de rituel. Et ça aussi, c'est important. Et puis, on va le voir parce que je vais le décliner autrement. Donc, quand je suis dans une posture de confiance avec l'autre, c'est rire aux éclats, c'est se permettre une spontanéité et c'est être dans un plaisir qui soit pur jus, hein, où il n'y a pas trop de mix avec d'autres choses souterraines, double fond, etc. Quand je suis dans la position plus-moins, où c'est moi qui garde le pouvoir et l'autre est supposé faire comme je veux, à ce moment-là, on est dans le risque de contrôler, on est dans gagner. Et c'est là qu'on va aussi avoir, par exemple, négocier. Dans la négociation, on est là-dedans. Je vais vouloir convaincre, je vais vouloir influencer, je vais vouloir quelquefois, bien sûr, obtenir quelque chose que l'autre ne veut pas forcément me donner ou vendre quelque chose dont l'autre n'a pas forcément besoin. Donc, dans négocier, il y a quelque chose qui est déjà transformé l'autre en objet de gain. Et puis, quand je suis sur la diagonale, quand je suis en position moins plus, c'est moi qui ai besoin d'obtenir de l'autre quelque chose et c'est là que je suis dans la séduction, dans plaire. Je vais revenir à tous ces mots, bien sûr, en les détaillant avec un autre tableau. Et quand je suis en moins, évidemment, je mets le signe qu'il n'y a pas de jeu à ce moment-là. On est quelquefois dans la dérision, dans l'ironie, mais on n'est pas dans cet humour, dans ce plaisir qui suppose un minimum de relation. D'accord pour ça? Voilà. Alors, comme au centre, je mets jouer. Et là, j'ai mis sur ce tableau tout ce qui m'est venu à l'esprit. Et je vais commencer par ça. Je peux d'abord, et vous savez que chaque mot dont je m'empare pour en faire un objet de conférence, je nous invite à le voir comme verbe intransitif. Vous vous souvenez, c'est aimer, prendre, tout me semble important à expérimenter sans complément d'objet direct. C'est pour ça que je parle du verbe intransitif. Et quand je dis jouer, qu'est-ce qui se passe pour moi dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps? Jouer. Est-ce que c'est plus du côté de l'expansion? Est-ce que c'est plus du côté d'un interdit peut-être? Parce que dans certaines familles ou dans certaines cultures, notamment occidentales, on est moins invité à jouer, alors qu'en Orient, bon, la culture orientale, on joue tout le temps, hein, notamment sur les marchés, etc. Et donc, c'est déjà quelque chose de culturel. Donc, quand moi, incarnée dans une culture, un social, une famille et avec le caractère que j'ai, qu'est-ce que ça me fait déjà de penser jouer? Jouer. Parce qu'on va voir tout à l'heure que ça peut aller jusqu'à la compulsion, le joueur, hein, avec aussi bien sûr des livres dont je reviendrai sur lesquels je viendrai. Donc, j'ai joué comme verbe intransitif. Ensuite, c'est jouer de. Ça peut être jouer d'un instrument, jouer de son charme, jouer de son regard, jouer de sa capacité à manier les mots, hein, toutes ces choses-là. Ensuite, j'ai joué avec. Bon. Et puis avec quelqu'un, mais aussi avec plaisir, avec peur, avec des quantités de choses. Et puis celui sur lequel je voulais insister, alors jouer contre aussi, notamment dans la rivalité, dans les jeux avec gagnants et perdants, jouer aux cartes, est-ce que je joue avec aux cartes, est-ce que je joue contre? Et puis on va avoir aussi les jeux, les sports et les compétitions, est-ce que je suis avec ou contre? Ensuite, je joue avec une équipe, mais je joue contre une autre équipe. Hein. Toutes ces choses qui nous invitent aussi à voir comment je m'en suis débrouillée. Et puis, je ne l'ai pas remis là, je l'ai pas mis sur mon tableau. Et pour moi, c'était aussi jouer sur, qui est aussi important. Je joue sur les mots, je joue sur les perceptions, je joue avec la lumière, je joue avec l'ombre. Donc, aussi dans tout l'art, on va voir ça. Je joue avec des effets de surprise. Ça, c'est le roman policier. C'est aussi avec la littérature que je ne fais pas du tout. D'ailleurs, là, je ne veux pas imprimer. La SF, hein, la science-fiction. Hein. Avec quoi est-ce qu'on joue? Avec les émotions, avec notre crédulité, avec notre besoin aussi de suspense. Hein, Hitchcock, tous les films. Enfin, bien sûr, la référence, c'est Hitchcock pour moi qui joue tellement bien avec nous. Hein. Il y a bien sûr il y a plein d'autres auteurs comme ça, mais c'est moi, je rentre dans un jeu. Quand je vais voir un film à suspense avec des chocs ou quand je lis un roman policier, je suis partenaire. Je vais
embarquer. Agatha Christie, c'est ça, elle nous embarque avec les surprises, les contre-surprises, et puis encore des surprises. Et ça nous, enfin, je pense surtout à un film que j'ai vu il y a très longtemps, que j'ai vu il y a aussi, Le Limier, par exemple. Hein, c'est extraordinaire parce qu'on est tout le temps dupe et conscient d'être dupe, et nous aimons être dupes pour être ensuite avoir une surprise qui va rectifier quelque chose. Donc, c'est le jeu avec la réalité, le jeu avec nos besoins, surtout, d'être étonné et surpris. Et dans l'état de veille, là, je me souviens avoir dit qu'il y a aussi toute cette éducation dont je n'ai pas eu conscience longtemps, mais que j'ai découvert, c'est que la relation des parents avec le bébé, c'est aussi jouer avec lui pour le familiariser avec quelque chose de la surprise. Mais ni trop peu. S'il y a trop de surprises, il y a une insécurité. Donc, c'est comment est-ce que je vais familiariser donc, la personne dont j'ai la responsabilité. Alors, je parle du bébé, mais aussi je peux parler d'autres personnes avec cette relation au monde qui n'est pas tout le temps, enfin, permanent, garanti tout le temps, et où la vie est faite de surprises. Comment est-ce que je vais être habituée à ça? Comment je vais être introduite à cet aspect de la vie où il y a des surprises? Départ, entrée, retour, contretemps, temps, etc. Et chacun de nous est plus ou moins équipé pour le supporter. D'où, évidemment, des personnes qui vont plutôt vivre dans quelque chose qui est, où le familier l'emporte, et d'autres personnes qui pensent que le familier pourrait les faire mourir et qui ont au contraire besoin d'être continuellement dans la surprise, le renouveau, le nouveau, l'étonnant. On voit ça, par exemple, chez les aventuriers, hein, sous quelque forme que ce soit. Voilà. Et puis, bien sûr, un des registres dont je vais reparler, c'est l'argent. Hein, il y a ceux qui jouent avec de l'argent, qui jouent à la bourse, qui jouent au casino, et puis il y a ceux qui ont une économie de père de famille où tout est vraiment garanti, sécurisé, etc. Il n'est pas question de jouer la moindre chose. Voilà. Et là aussi, c'est un domaine avec un grand éventail, avec un curseur, évidemment, ceux qui vont jusqu'à se faire interdire de jeu. Et on voyait très bien ça dans le film La fille sur le pont. L'auteur Daniel Auteuil est évidemment interdit. Et on voit bien qu'il est capable de sentir du plaisir quand l'autre joue et qu'il lui dit comment jouer, etc. Voilà. Donc, on a bien sûr donc, joué sur les perceptions, joué sur les informations que nous avons, joué sur nos différents besoins, soit de sécurité, donc soit de surprise. Et puis, il y a ce que je voulais dire aussi, là, on pourrait passer la soirée là-dessus, tout le plaisir dans la création artistique, littéraire. Alors, ça, bien sûr, j'en parlais déjà, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous touche comme style, mais il y a aussi, donc je citais tout à l'heure, le théâtre, le cirque, le carnaval, la création donc littéraire. Il y a également le mot intrigue que nous avons, parce que soit nous allons être embarqués dans un livre ou une pièce ou une œuvre ou un film, parce que les personnages nous plaisent, ou bien parce que l'intrigue nous maintient en haleine, ou parce que le style est quelque chose qui nous fait rêver, et comme la poésie, par exemple, il n'y a pas une intrigue, il y a quelque chose qui nous fait plaisir. Il y a les livres dont on peut se dire qu'on va sauter certains paragraphes et les autres, on va revenir parce que c'est trop bon. Un peu comme les enfants qui nous demandent tout le temps de relire la même chose et qui connaissent par cœur, c'est ce que je vois, et ils récitent en même temps que nous, parce que là, on est dans du familier, mais c'est le plaisir justement de reconnaître, le plaisir d'être dans quelque chose dont on sait déjà, soit que ça va nous plaire, soit que ça va nous faire peur. C'est le loup, et la même histoire, et le loup, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, voilà. Donc, toutes ces choses, effectivement, qui sont merveilleuses. Donc, il y a l'art, il y a aussi le plaisir de chanter ou d'entendre la musique. Et puis, j'ai trop peur d'oublier tout à l'heure, je vais tout de suite dire, c'est aussi le plaisir de l'improvisation, dans quelque forme que ce soit. Il y a l'improvisation de la parole, de la musique, de la chanson, de la création. Donc là, ça nous introduit déjà dans tout ce qui est création et recréation et surtout invention. Sans le plaisir d'aller vers l'inconnu, nous en semblions toujours à être avec l'homme de Cro-Magnon. C'est parce qu'il y a le plaisir de sentir cette tension de ne pas savoir encore, de ne pas connaître, voilà, donc la curiosité,
la curiosité est bien sûr associée au plaisir. J'anticipe déjà le plaisir de la découverte, de l'inconnu. Ce que je voulais dire aussi, c'est le plaisir de la découverte, par exemple, c'est gustatif. Autant je peux me sentir attirée par des œuvres nouvelles, autant je vois que ma paresse touche profondément quelque chose qui a à voir avec les goûts. Je ne connais pas les épices, tout ça, et alors que je vois mes enfants curieux au restaurant, ils veulent connaître des choses nouvelles. Moi, je serais presque encore à des pommes de terre à l'eau. Voilà. Donc, je vois bien que là, j'ai du plaisir à goûter quelque chose, mais je ne suis pas dans le mouvement, je ne suis pas dans la curiosité, je ne suis pas dans l'initiative. Je ne dois pas regarder sur Internet un restaurant. Voilà. Je suis mes enfants, je les invite, mais moi, non. Vous voyez, donc, c'est aussi où est-ce que nous mettons ces plaisirs qui nous enchantent, qui nous font nous déplacer, qui nous font avoir envie de recommencer. Parce que la fonction du plaisir, c'est donner envie de recommencer, soit la même chose, soit autre chose. Hein. C'est ça que je disais aussi par rapport à la conférence précédente sur la douleur. La douleur, ça nous fait éviter, nous protéger, alors que le plaisir, ça nous fait être dans ce mouvement-là. Donc, créer en cuisine, créer dans l'œuvre d'art, créer dans plein de choses, et aussi dans les sciences, être dans quelque chose du plaisir, donc du nouveau, de la découverte de quelque chose qui va être encore différent, qui n'existe pas encore et que je vais mettre moi au monde, enfin, comme un accouchement de quelque chose de nouveau. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est quand nous lisons les auteurs ou quand nous voyons les découvertes, nous pensons, mais très naïvement, que la personne savait ce qu'elle allait découvrir. Bien sûr que non. Elle est en pleine cambrousse, et puis elle découvre. Après, ça nous semble simple. Comme l'ADN, par exemple, qu'est-ce qu'il fait pour découvrir l'ADN? Et j'ai un livre absolument merveilleux qui est évidemment le choc de l'invention. Je pourrais le faire circuler et c'est merveilleux. Ça dit un certain nombre de ces eureka, du plaisir, tout à coup, j'ai découvert quelque chose de nouveau qui n'existait pas encore. C'est un livre tout à fait magique. Alors, il y a ça, il y a aussi, j'ai commencé à l'évoquer, le plaisir du sport avec la discipline, les contraintes, et là aussi, le plaisir de la conquête, de la rivalité, qui peut être de la compétition, et on voit ça à la fois pour ceux qui sont de la compétition et nous qui sommes témoins, spectateurs. Enfin, c'est vrai qu'on voit ça pour le Tour de France, on voit ça pour les JO, et que Roland Garros, bien sûr. Et je peux confesser que si je n'y touche pas, c'est parce que je sens que j'aurai immédiatement le plaisir d'être dans une sorte d'accompagnement passionné, passionnel. Et donc, j'ai toujours dit que si je commençais un jour à regarder le Tour de France, vous ne me verriez plus pendant tout le temps. Mais je sais combien je suis capable d'être comme ça, embarquée. Parce que aussi, j'ai fait des compétitions, mais j'aimais pas trop, parce qu'il y avait quelque chose qui était... Le plaisir n'était pas aussi grand que la tension et les peurs et tout ça. Donc, là, je parle de sport, je parle d'art, et bien sûr, nous arrivons peu ou prou à quelque chose d'autre, un autre domaine. Je parlais du commerce. Hein. Ceux qui sont dans le commerce, j'espère qu'ils ont du plaisir à jouer avec ça, à convaincre, à être aussi dans quelque chose qui a à voir avec l'argent, ce qui est différent de la bourse. Donc, et puis, il y a tout ce qui a à voir avec le plaisir de l'expression. L'expression de son désir, de son émotion, de sa conviction, de ses idées, de ses valeurs. Là aussi, dans le partage, il y a le plaisir. Et puis ensuite, il y a donc le plaisir de la rencontre, qui peut être amicale, amoureuse ou autre. Et c'est là que, bien sûr, j'insiste sur le mot intimité, avec quelque chose qui peut être de la sensualité, de la sexualité, de l'érotisme. Même s'il n'y a pas de sexualité, il y a quelque chose de ce contact et de cette émotion et de la rencontre du différent. Est-ce que nous allons vers ce qui nous ressemble jusqu'à quelquefois le mimétisme et côté gémellaire, ou est-ce que le plaisir sera plutôt du côté du différent, quelque chose qui va nous faire sentir ce qui n'existe pas encore pour nous. Voilà.
Et là, donc, quand je parle de cette rencontre, c'est là que je vais bien sûr distinguer tout ce que j'ai pu mettre là. Je reviendrai ça après. Alors, j'ai mis jouer là et j'ai mis du charme à l'emprise. C'est là que je décline. Et chaque fois, j'avais des exemples et chaque fois, on peut le voir. Donc, je commence du côté du charme. Il y a quelque chose toujours à cacher. Je cache, je séduis, je prétends, mais au sens anglais, je to pretend plutôt. J'ai mis ensuite sourire, faire rire, faire rire. J'insiste beaucoup sur le mot faire, avec le plaisir de faire rire quelqu'un, le plaisir de taquiner, le plaisir d'un. Et puis là, donc, je vais bien faire semblant, donner le change, j'ai mis un R entre autres, faire illusion, donc cacher, je mets 2 fois. Et donc là, on est dans quelque chose aussi d'une permission, soit parce que j'ai le droit de jouer enfant et de faire du charme et de séduire, soit non. Et à ce moment-là, je peux avoir été dans la conquête de ce potentiel, de cette ressource pour avoir un impact sur l'autre. La petite fille de 3 ans et demi qui voit son papa émerveillé parce qu'elle a une jupe nouvelle et qu'elle tourne et son papa dit mais tu es la plus belle, etc. Elle est dans déjà un pouvoir, une puissance de séduction. Si à ce moment-là, je le dis souvent, elle s'aperçoit que son papa est émerveillé, mais que sa maman est peut-être dans quelque chose qu'on pourrait qualifier ensuite dans un groupe de psychothérapie de jalousie, là, elle a bien sûr un interdit d'être dans ce potentiel où elle pourra le faire en cachette. Mais elle ne le prend pas comme quelque chose à intérioriser, comme un pouvoir sur les autres. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder par les modèles, par les permissions et par l'entraînement qu'on peut avoir ensuite, toujours les 3 références. Donc ensuite, je mets plaisanter et taquiner, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, parce que dans ce plaisir-là, il y a toujours un petit pourcentage d'agressivité. Toujours. Et c'est toujours intéressant de se poser la question. Il y a un petit quelque chose qui reste. Ensuite, alors, il y a bien sûr ce que nous voyons dans les ateliers, le clic-clac, c'est jouer pour sortir de la dépendance ou sortir du jeu de pouvoir. C'est ce petit pas de côté sur lequel j'aime vraiment beaucoup travailler encore. Et donc, c'est introduire du plaisir et du jeu là où il y aurait un risque d'affrontement et de destruction et de règlement de compte et patati patata. Et jamais je ne dirais suffisamment combien ces outils-là sont une clé magique qui est sans prétention, mais qui suppose un peu d'entraînement aussi, pour restaurer dans la relation ce qu'il y a de plus agréable et, bien sûr, intime aussi. Le moment où nous faisons un clic-clac, il y a une fraction de seconde, quelque chose d'une rencontre magique et inattendue. Et de même que dans d'autres démarches, quand je parle de contre-manipulation, dans l'atelier contre-manipulation, c'est la même chose. Il y a quelque chose d'un apprentissage, quelque chose d'abord d'une rapidité pour voir le danger et le piège et avoir aussi quelques options alternatives à rentrer dans le mur comme ça, à être toujours en lien avec la personne, en plus, bien sûr, faire rire, rencontrer autrement. Donc, voilà. Et là, c'est aussi ça à voir avec la capacité à jouer, à réhabiliter le mot jouer et à se l'approprier sans morale ou sans toujours cet a priori assez culturel quelquefois, parfois religieux, que jouer, ce serait mal, que ce serait amoral ou immoral. Ça, à la poubelle. Et je dis ça au moment où j'arrive au mot mentir, évidemment. Tant que nous n'avons pas la liberté de mentir, de faire le choix de mentir ou pas, non, nous sommes dans la dépendance, nous sommes liés à l'autre ou aux événements, etc. Donc, mentir est toujours quelque chose d'un gain important du côté de maturité, liberté, autonomie. Est-ce que vous l'entendez bien, ça? Parce que là, c'est vraiment le point de névralgie dans la société dans laquelle nous sommes, parce qu'on nous a, on a disqualifié, on a diabolisé le fait de mentir, alors que tout le monde ment tout le temps, mais c'est comme si on était dans le déni, que c'est une façon d'être au monde, c'est une façon d'être relié aux autres, qui n'est ni bonne ni mauvaise, elle peut devenir suspecte quand mentir devient manipuler, au service de manipuler. Mais mentir, évidemment, c'est quelque chose d'indispensable. Dans la conjugalité, dans l'amitié, évidemment que si
je ne me donne pas cette permission de mentir, ça veut dire que je vais rester comme un enfant de 2 ans, qu'on appelle Saint-Jean Bouche d'Or, qui va dire les choses au fur et à mesure et qui ne va pas du tout être invité à repérer les codes familiaux, les codes sociaux, les codes religieux, etc., et à être un adulte parmi d'autres adultes qu'il a aussi à apprendre à rencontrer, à respecter, à protéger aussi, et oui, surtout à respecter dans leurs valeurs, les histoires, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment un moment important dans notre croissance. C'est le jour où nous pouvons deviner ou reconnaître que nos parents nous ont interdit de mentir parce que si nous avions menti, ils perdaient leur pouvoir sur nous, ils perdaient leur toute-puissance. Voilà. Et c'est merveilleux au début, donc quand les enfants sont petits, mais même après, de voir les premiers mensonges d'un enfant, parce que le moment où un enfant commence à mentir, ça veut dire qu'il est en train de se dire qu'il est étanche, qu'il n'est pas transparent. Et ça doit être très gratifiant, on l'a oublié, mais pour un enfant qui ment et qui voit que le parent est dur, eh bien, c'est vraiment quelque chose d'une volée déjà de marche. Ce n'est pas une marche qu'on franchit, mais plusieurs marches du côté de j'existe, je peux dire et j'ai un jardin à moi que je peux cacher, que je peux planquer et qui n'appartient qu'à moi. C'est-à-dire que je ne suis pas juste un courant d'air et je vais pouvoir aussi, si je suis respectée dans ce jardin et dans cette nouvelle ressource de mensonge, je vais pouvoir aussi respecter que les autres ne disent pas toujours la vérité. C'est quelque chose d'une réciprocité, d'une mutualité. Je ne vais pas exiger des autres qu'ils me disent la vérité. Notamment, ça c'est important dans les couples aussi. Donc, on est bien là, donc dans quelque chose d'une liberté. Et vous voyez bien, je reviens bien sûr à mon propos de tout à l'heure, que cette liberté de mentir ne peut exister que si elle s'appuie sur une sécurité intérieure, une légitimité. J'ai un jardin, c'est moi qui en suis responsable et je peux ouvrir ou fermer la porte, dire ou ne pas dire, cacher ou montrer, et c'est moi qui décide. C'est important. Alors, je continue là. Donc, ensuite, il y a les risques d'usurper, donc risquer de bricoler, falsifier, usurper, j'ai dit 2 fois usurper, arnaquer. Voilà. Là, on est du côté de la route vers la manipulation, avec tous ces mots que nous avons à multiplier et chaque fois, ils peuvent être illustrés. Et ensuite, j'ai bien sûr trompé, mais tromper, ce n'est pas être du côté de donner le change illusionné, qui peut être quelque chose aussi positif, tromper, et puis ensuite je l'ai manipulé, et je garde toujours le mot tuer ici, parce que tuer, bien sûr, ça ne sera pas uniquement quelque chose de physiologique, mais quand il y a des rumeurs, quand il y a des mensonges qui sont du côté de traiter l'autre vraiment comme quelqu'un à abattre, nous voyons bien que nous pouvons tuer quelqu'un par des jeux, mais des jeux qui seraient à ce moment-là, je ne sais pas, il me manque un mot, qui serait de la... Enfin, oui, quelque chose qui aurait un aspect criminel. Hein. Oui, un assassinat, c'est dénoncer quelqu'un à tort. Enfin, il y a beaucoup d'exemples qui ne me reviennent pas, mais vous voyez bien. Des jeux psychologiques, mais aussi qui ont à voir avec le social. Je pense à... Voilà, c'est ça, je pense, voilà, lanceur d'alerte. Les titres. Les titres, les accusations. Par exemple, on voit ça dans les divorces aujourd'hui, où l'autre est accusé, pour avoir du pouvoir, on l'accuse à tort, et tout à coup, il y a quelque chose qui s'effondre. Voilà, on voit bien le signe, c'est quand l'identité est attaquée, l'honnêteté, l'intégrité de l'autre et sa dignité sont attaquées. Et là, ça n'a rien à voir avec le jeu du début, ça a à voir avec vraiment toucher le plus précieux, le plus intime de la personne. Je pense aussi à des indiscrétions. Je pense... dans les campagnes politiques. Dans les campagnes politiques, voilà. Et que là, on va en avoir quelques-unes. Je pense aussi à mon cher baron Ampin, quand il parle aussi après ces 2 mois où il a été pris en otage, et il dit tout son domaine intime qui a volé en éclats
là aussi, on est dans quelque chose qui tue l'autre, hein, dans son besoin donc d'intimité, mais pas au sens, vous le voyez tout à l'heure, mais intimité entre moi et moi. Voilà. Donc, ça peut bien sûr aller très loin. Voilà. J'ai manqué quelques mots aussi, enfin quelques autres exemples. Par exemple, où le mot jouer est pris autrement, c'est-à-dire le jeu sur la scène, mais aussi le jeu dont je ne me sentirais pas capable du tout, pour plusieurs raisons, d'être dans une espionne. L'espionne, elle joue aussi tout le temps, mais il faut un talent particulier. On est loin seulement de jouer au domino, aux cartes, voilà. Mais enfin, pour moi, ça m'interroge toujours. Quels sont les talents particuliers à un espion ou une espionne? J'en ai parlé dans une autre conférence d'ailleurs, parce que c'est vraiment quelque chose qui me trouve, il faut avoir une forte capacité de clivage, par exemple. Il faut avoir une capacité à cacher, à faire semblant et à maintenir son mensonge. La journaliste aussi. Les journalistes aussi, oui. Et ceux qui font des enquêtes. Voilà pour mon tableau. Et les acteurs aussi. Les acteurs, oui, je disais théâtre, Bible, bien sûr. C'est différent parce qu'ils ne sont pas dans la vraie vie. Là, c'est se faire passer pour un autre. Oui, dans la vie sociale. Mais il y a aussi tout ce que suppose un talent d'auteur, aussi d'écrit, et d'acteur. Quand quelqu'un écrit aussi, quand il crée des personnages et qu'il joue, et quelle est la part autobiographique, en quoi c'est quelque chose de lui qu'il dit, mais sans même en avoir conscience. C'est toujours quand même jouer avec les personnages, jouer avec les noms aussi, jouer avec les prénoms, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait décliner. C'est pour ça que là, je ne l'avais pas mis sur ce tableau-là, mais j'ai mis là, jouer de, avec, sans et sur. Jouer sans filet, jouer sans préparation, c'est ce que je disais à propos de l'improvisation. Voilà pour mon tableau. Donc, du charme à l'emprise. Je continue là. Donc, on a donc joué avec la réalité, où je la transforme, où je crée, où j'invente. Et là, ce que j'ai dit. Donc, et puis, voilà, ce que je n'avais pas encore dit et que j'ai juste introduit tout à l'heure, c'est donc le jeu compulsif. C'est le jeu qui peut ressembler à une dépendance comme d'autres objets. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est moins l'objet de la dépendance que ce que ça dit de la relation de la personne à elle-même, au monde et donc à son parcours de vie. Donc, je ne sais pas, sans doute avez-vous lu donc, le joueur sur d'autres auteurs comme ça. Et moi, je suis intéressée par, est-ce que ça parlait d'une partie de vous ou est-ce que c'était complètement étranger? Est-ce que ça dit quelque chose qui aurait été une ressource pour vous pour justement éviter le temps qui passe, éviter la douleur, parce que jouer a quand même toujours forcément pour moi une fonction de mécanisme de défense, d'anesthésie, de distraction, et je ne mets aucune malice là-dedans. C'est vraiment, il n'y a aucun jugement. C'était simplement, en tant que clinicienne, ça m'intéresse de voir que nous avons mille et une façons de nous protéger de trop de douleur, de deuil, etc. Et que le jeu peut en être une de ces façons, comme l'alimentation, comme plein d'autres choses. Hein. Il y a à peu près 400, j'ai à peu près identifié 400 façons de nous protéger, des mécanismes de défense que les analystes transactionnels appellent des raquettes, des comportements raquettes qui évitent d'être trop submergés par une émotion ou autre chose. Voilà. Il y a quelque chose d'assez ontologique aussi, si on pense à Pascal. Bien sûr que j'aurais pu citer Pascal, oui, évidemment. Merci Pauline pour ça. Donc, voilà. Alors, pour moi, il y avait quelque chose qui était aussi relié, je ne sais pas bien comment, entre jouer dans le commerce, avec la séduction, et jouer aussi dans le commerce. Je suis en lien avec quelqu'un, et alors que quand je suis dans le jeu au casino, par exemple, alors je suis aussi sans doute avec quelqu'un, parce que moi, ce qui m'a intéressé quand j'étais dans les casinos, c'était moins jouer. Je crois que j'avais joué 2,50 €. Pas tout avec les enfants, on avait divisé un billet comme ça. Mais c'était d'observer les gens. Donc moi, je ne jouais pas,
Mais ce qui m'amusait, le plaisir que j'avais, c'était de les voir. Et effectivement, ce que je voyais, mais je ne me permettrai pas d'aller plus loin parce que je ne connais pas ça suffisamment, c'était qu'ils avaient l'air tous dans une bulle. Il n'y avait pas de... Ou alors, les transactions étaient médiatisées par le geste de jouer. Ce que je ne comprenais pas très bien non plus parce que je n'aurais pas joué comme ça si j'avais joué plus que 2,50 €. C'est une machine en plus. Ah, ben ça, oui, j'ai pas pensé à ça. La machine. Ah oui, merci Pauline. Oui, oui. Là, on est effectivement dans quelque chose qui a à voir avec la chance. On joue avec la chance ou la malchance. Voilà. Et ce qui me semblait toujours important, parce que j'avais travaillé ça quand on travaillait sur les scénarios en analyse transactionnelle, c'est que le vrai joueur, celui qui flirte avec la pathologie, c'est celui qui va jusqu'à toujours prouver qu'il va perdre. Le joueur occasionnel qui gagne beaucoup et qui s'en va ensuite avec son gain, ce n'est pas un joueur au sens obsessionnel ou pathologique. Il a tenté le coup, soit il a perdu, soit il a gagné, et quand il gagne, il est content. Il va acheter une mobilette nouvelle. Bon. Alors que le joueur compulsif, son vrai scénario, c'est d'aller jusqu'à perdre. Il ne s'arrêtera que quand il a perdu. Et pour moi, ce n'était pas évident. Bon. Donc voilà. Et donc, quelle est la relation du joueur pathologique, entre guillemets, à la salle de casino ou dans les machines à sous, voilà. Voilà. Et quelle est sa relation avec les autres et aussi avec son destin, sa chance, la représentation qu'il a de lui, chanceux ou pas. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il va confirmer? Qu'est-ce qu'il va jouer d'autre que l'argent? Ou ça peut être, on peut jouer de l'argent ou d'autres choses aussi. Est-ce que tu mettras en lien ce type de comportement avec l'ordalie? Quelque chose que oui, c'est une ordalie non dramatique, voilà. qui ne touche pas. Voilà. Alors, parfois, ça peut être, sauf la voletrice. Oui, alors justement, c'est là-dessus que j'arrivais. Donc, c'est est-ce que j'ai de la chance ou pas? Comment est-ce que je vais le confirmer ou pas que j'ai de la chance ou pas? Alors, on peut le faire quand on a 10 ans, et si je ne marche pas sur tel carreau, eh bien, le professeur ne m'interrogera pas en maths, ça va bien. On peut avoir des comportements de superstition, toujours attirer la chance. On peut effectivement ensuite passer à des choses encore plus étonnantes, tirer au sort, sur des sujets. Voilà. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on est en relation, non pas avec les autres, mais avec quelque chose qui nous dépasse, avec une représentation de sa propre vie, de sa chance ou de sa malchance. Ça, c'est important. Alors, bien sûr qu'on peut le jouer sans que ça porte préjudice à notre sécurité ou à notre santé ou à notre vie ou à notre intégrité. Et puis, il y a donc la version ultime, c'est l'ordalie, où je vais évidemment tester les dieux, me mettre en péril avec de la drogue, avec une conduite automobile, avec du sport, du sport à risque, oui. Même l'argent. Même l'argent, bien sûr, oui. À l'extrême, des sports de l'extrême. Il y a beaucoup de façons qui sont quelquefois reconnues comme telles ou non par notre culture, d'une mise en danger. Une mise, enfin, pour moi, que j'aime bien dire, c'est pas seulement l'environnement, mais l'intégrité. On voit bien que quand même qu'il y a régulièrement des accidents, que ce soit en montagne, en mer, etc. Et que ça reste une zone, évidemment, c'est est-ce que mon plaisir peut être celui qui vient, généré par la mise en danger. Et c'est ce que dit donc l'héroïne de La fille sur le pont. Elle dit bien, mais est-ce que la peur et le plaisir sont associés, parce qu'elle est donc a coquiné avec un lanceur de couteaux, et bien sûr, elle reçoit les couteaux comme ça, et on la voit complètement dans un plaisir qui est une forme de tension, une tension érotique aussi, qui fait vraiment penser au plaisir sexuel. Et à la fin donc, de la première fois, elle dit à son lanceur de couteau, est-ce que c'est naturel et est-ce que c'est normal que le plaisir et la peur puissent être comme ça associés? Et donc, évidemment que c'est le sujet là qui peut nous intriguer, c'est y a-t-il des personnes qui ne trouvent du plaisir qu'en ayant déjà dépassé un degré de danger, de mise en risque. Donc, c'est là que je distingue bien prendre des risques et se mettre en danger. C'est
après, tout le curseur peut être développé. Voilà. Et donc, la roulette russe, c'est ça. C'est quelque chose où je m'en remets au Dieu. Ce n'est plus moi qui prends la responsabilité de ma vie, de ma sécurité et de ma santé, mais pour des raisons multiples. On voit ça aussi dans des films. Hein, je mise sur ma chance et je m'en remets au Dieu de l'Olympe, au Dieu auquel je crois, au singulier, au pluriel, pour décider pour moi si je vis ou si je meurs. Et donc, l'ordalie au Moyen-Âge, évidemment, c'était ce jeu-là, enfin, non, ce n'était pas un jeu que je choisissais, c'était ce que les personnes autour de moi choisissaient pour moi. J'étais supposée être une sorcière et pour valider ou non que je sois une sorcière, on me jetait donc, dans la rivière avec des pierres dans les poches. Voilà, donc évidemment, il y avait quand même, on attendait un miracle et le miracle pouvait avoir lieu ou pas, ça dépendait. Voilà. Et donc là, on est complètement loin donc, des jeux au domino, des jeux de cartes et de la bataille navale. On est dans quelque chose qui nous renvoie à une autre instance de notre façon d'être en vie. Voilà, donc, je vais regarder ici ce que je n'ai pas compris. Oui, bien sûr. Ce qui est important, et là on voit ça aussi dans la Bible beaucoup, hein, quelque chose du sacré et de la violence qui est nécessaire pour permettre à la violence, donc ça c'est pour travailler non pour permettre à une société d'avoir une loi commune et de pouvoir vivre ensemble, il faut qu'il y ait un bouc émissaire. Et donc ce bouc émissaire, il est choisi d'abord avec des humains, ensuite avec des animaux et aujourd'hui dans des rituels, etc. Mais c'est important de voir aussi le plaisir qui est par là. Donc à la fois, c'est éviter la violence, mais aussi quels sont les plaisirs. Qu'est-ce que ça nous fait, nous, d'être témoins de quelque chose d'une violence, hein? Il y a quand même des œuvres, des films, des œuvres d'art qui misent là-dessus, hein, où il y a violence et plaisir, sacré et plaisir. Bon, c'est toujours sous forme de questions. Donc, et ça, cette violence, elle est encore une fois, elle peut être culturelle, elle peut être dans la famille aussi, ou elle peut être quelque chose d'une sensibilité plus ou moins grande et à la cruauté quelquefois, on voit ça chez certains enfants, à la violence aussi qui aurait été trop vécue et donc devenue familière, on voit ça chez certaines personnes évidemment, qui ne sentent pas autant l'indignation ou la colère ou la douleur pour y réagir, hein, qui supportent, qui se résignent quelquefois et ils sont habitués. Voilà, qui sont habitués, qui sont dans une familiarité avec quelque chose pour plein de raisons. Est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, regarder des films d'horreur? Oui, par exemple. Alors, il y a les films d'horreur et il y a une sensibilité particulière aux films, ou plutôt qui ne sont pas des témoignages de personnes qui ont vécu des choses et qui témoignent d'elles, mais qui sont joués par des acteurs. Ça, pour moi, c'est trop délicat de voir que des gens jouent ce qui a été tellement cruel. Que les gens en parlent, oui, mais que les gens jouent. Par exemple, c'est pour ça que j'ai détesté La liste de Schindler ou bien d'autres films, parce que je ne supporte pas que ce soit mis en scène. Oui, que ce soit des images qui reproduisent un truc horrible. Mais ça, c'est très bien. Je me suis laissée avoir 2 fois et après, je ne me dis plus jamais. Donc, parce que c'est une violence mise en scène. Oui, ça, je ne veux même pas. La vie est belle. Alors, les quelques mots que j'ai gardés comme ça, que j'ai extraits, c'était d'abord donc illusion. Hein. C'est jouer pour faire illusion, pour donner l'illusion avec tout ce qu'on vient de voir dans la relation, mais aussi avec les décors, avec les films, avec tous ces montages, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais qui nous font de nous des enfants encore émerveilleux ou terrifiés par ces trucages. Voilà, ces trucages. Donc, illusion d'abord. Je joue pour me donner l'illusion à moi ou donner à quelqu'un d'autre une illusion ou donner à mon public une illusion. Ensuite, c'est intimité. Ça, c'est vraiment le mot que je vous invite à souligner dans votre... C'est pas d'intimité sans un minimum de jeu. C'est-à-dire que dans la vie, je vais à la fois cacher et montrer. Je vais doser.
qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je cache, et ça va être bien sûr en alternance, etc. C'est tout le jeu, vraiment, au sens fort, avec des lettres majuscules, de la rencontre et la séduction. Ensuite, j'ai mis un autre mot, implicite. Il y a toujours de l'implicite qui est en alternance ou en inversement proportionnel à l'explicite. Je joue à ne pas dire. Je joue à dire, je joue à ne pas dire. Donc, explicite, implicite. J'ai remis le mot, là, dans mes chouchous, d'improvisation. Par exemple, être prof, j'improvise un peu, mais j'ai quand même tout le soutien de ce que je transmets. Alors qu'animer, on est davantage dans improviser. Je pense aussi à ces émissions où les personnes sont supposées complètement improviser, répondre aux questions comme ça dont elles ne connaissent pas le texte ou la teneur. Donc, improviser. Donc, chaque fois que j'improvise, je joue et de plusieurs façons. Je suis dans donner l'illusion, je suis aussi dans la séduction. J'ai un autre mot que j'aurais pu voir comme un fil rouge dans tout ce que je dis jusqu'à ce soir, c'est aussi jouer et jouer notamment par rapport à réduire mon sentiment d'impuissance, mais peut-être aussi pour rendre les autres impuissants. Donc, c'est encore du jeu toute puissance, impuissance. Je suis dans c'est ça que fait la personne qui gagne en puissance, c'est qu'elle va pouvoir éviter soit la toute-puissance, soit l'impuissance, mais elle va avoir en face d'elle quelqu'un qu'elle pourra effectivement soit associer à sa puissance, soit condamner à de l'impuissance. Donc, comment est-ce que le jeu me permet d'éviter l'expérience de l'impuissance, notamment avec un handicap, par exemple. Je vais jouer pour le cacher ou pour faire semblant, pour ne pas montrer un aspect de mon impuissance ou une douleur de l'impuissance. Là, je vais trouver des ruses, des trucs. Je vais faire illusion. Dans une situation d'enterrement. Oui, voilà. Voilà. Donc, c'est là qu'on revient à Pascal, distraction aussi, de détourner le regard comme le prestidigitateur, qui fait comme ça, hop, voilà. Il est aussi dans quelque chose d'un trucage. Peux en dire plus sur Pascal? Parce que peut-être pour vous, je n'ai pas trop lu Pascal. Eh bien, écoute, ce soir, tu peux commencer. Il parle beaucoup lui, le mot-clé qu'on a vu à l'école, mais qui devait être absent ce jour-là, c'est la distraction. Pour les divertissements. C'est ce qui a été repris ensuite par tout le monde, et notamment par les psys, c'est qui culpabiliserait aussi les personnes qui sont dans se distraire pour éviter d'être dans une question existentielle trop angoissante et qui viendrait nous faire crouler ou nous noyer. Il y a des moments, c'est bien de se poser des questions existentielles, puis à d'autres moments, c'est bien de se distraire. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure les raquettes, les comportements raquettes. C'est bien par moment d'éviter certains sujets. Et puis d'ailleurs, il y a certains sujets qu'on devrait éviter toute sa vie. Mais bon, ça, c'est une autre question. Voilà. Et le cinquième mot que j'ai mis là, donc illusion, intimité, implicite, improvisation, impuissance, mais non, ça fait, oui, c'est le sixième, c'est inconnu. Ce que je dis depuis le début, que jouer, je vais forcément être dans quelque chose d'inconnu. Ce qui est vrai quand je suis dans l'improvisation, ce qui est vrai quand je suis dans le voyage, c'est vrai quand je découvre aussi pas seulement des pays nouveaux, mais des personnes nouvelles, des styles nouveaux, des religions nouvelles, des auteurs communs, j'affronte l'inconnu. Et ce que dit très bien Serge Weinmark, qui est un de mes auteurs chouchou depuis 3 ans, c'est que pour affronter l'inconnu, pour oser aller vers ce que je ne connais pas encore faut-il avoir la capacité majeure d'être capable de vivre la frustration de ne pas encore savoir. Ça, c'est pour moi, ça a été majeur. C'est que si j'ai été un enfant tout le temps habitué à recevoir les choses, la nourriture ou les cadeaux, avant que j'ai été dans le désir de ça, eh bien, je vais perdre cette capacité à vivre en moi, à intérioriser la frustration de ne pas savoir encore, parce que c'est cette frustration qui va me donner le courage, la niaque, pour franchir cet espace inconfortable. C'est inconfortable d'aller du connu à l'inconnu. Et tout le monde ne peut pas le faire. Et il analyse très, très bien ces enfants
qu'il appelle ces enfants empêchés ES de penser, parce que ce sont des enfants qui ont été tout le temps comblés, vous voyez, au sens obscène du mot, tellement surnourris de tout avec des télés, des écrans, etc., qui ne sont plus en contact avec ce minimum de curiosité qui suppose donc la capacité à vivre la frustration. Je trouve ça vraiment important et chaque fois que je peux, je le rappelle. Voilà, création. Bien sûr que dans les langages de l'amour, j'ai aimé donc reprendre les 5 qui avaient déjà été énoncés et rajouter le rire comme 6e langage de l'amour. Ça, vraiment, pour moi, ça m'a semblé une évidence. Et donc, ça veut dire être capable d'être régulièrement dans le plaisir de partager. Donc, encore une fois, rire et faire rire. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment faire sentir de l'amour, de l'attachement et tout ça. Le 7e étant nourrir, pas seulement dans une assiette, mais nourrir, d'apporter ce dont l'autre a besoin, que ce soit des liens, des films, des titres comme ça, et comme quelque chose qui dit aussi un langage de l'amour. Je ferme ma parenthèse. Vous voulez bien redire les 5 premiers? Oui, bien sûr. Ah, merci. Il y a le contact, les mots, le temps partagé, les cadeaux, temps partagé, cadeaux, et services rendus. Là, en plus, c'est le service rendu. Et donc, je rajoute à ça le rire, et donc le plaisir de rire, et le plaisir aussi de nourrir. De plein de façons. Voilà. Merci. Alors oui, ce qui m'est apparu dans mon tableau là, j'ai oublié de le dire, ça m'est venu tout à l'heure, que quand je travaille, je travaille sur la manipulation, j'aime bien distinguer vampire et fantôme, qui sont 2 modalités, et je referai bientôt la conférence si vous insistez un peu. Oui. Voilà. Et que là, on a des fantômes, le fantôme qui se cache, qui disparaît, qui donne vision, alors que là, bien sûr, jusqu'à tuer, c'est le vampire. Ils sont vraiment 2 types de familles, 2 types de caractères. Et en médecine chinoise, j'ai fait des associations avec médecine chinoise aussi, 2 dynamiques complètement, 2 logiques différentes. Voilà. Et vous pouvez aussi le rajouter dans le tableau du vampire. Donc, quand je parle dans l'état de veille aussi, donc il y a déjà quelque chose du plaisir pour moi de découvrir, de lire, d'être dans l'inconnu ou dans le familier. Bon, ça, c'est quelque chose d'un plaisir qui va de pair avec le 6e type de structuration du temps en analyse transactionnelle, qui est le retrait. Je suis avec moi. Et avec moi, je souhaite avoir de la joie, du plaisir. Et c'est vraiment, ce sont des choses qu'on conquiert très tôt dans l'enfance. C'est qu'est-ce qui me permet d'être bien avec moi-même, dans ma chambre, dans mes rêves. Et aussi, ce sont des mécanismes de défense parce que même si je suis dans un endroit hostile ou désagréable, c'est quelque chose que je peux retrouver en moi. Rêver, me raconter des histoires, parler à mon ours, etc. Donc ça, c'est quelque chose de ce jardin secret. Ensuite, j'ai insisté, donc, comme je le fais depuis le début, sur le plaisir à partager avec quelqu'un. Donc, c'est là que je mets bien sûr le mot intimité. C'est là que je vais être dans toutes les modalités des médiations, c'est-à-dire parler, ne pas parler, regarder, toucher, ne pas toucher, etc. Mais rencontrer, donc, quels sont les types de plaisir, et c'est pour ça que c'est important de revenir au langage de l'amour. Est-ce que l'autre supporte que je touche ou pas? Est-ce qu'il veut d'abord être dans la distance? Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, jouer ou non, c'est-à-dire qu'avant de jouer, je vais déjà à mettre de l'énergie, à repérer ce que l'autre vit aussi comme un langage de l'amour pour ne pas lui imposer quelque chose que moi je trouve délicieux, mais pas lui. Moi, c'est pas parce que j'aime les brossards que l'autre est supposé aimer le même gâteau. Voilà. Donc, le mot important aussi, je l'ai déjà dit, mais je le redis, dans cette relation à 2, c'est la place de l'intimité, certes, mais de la surprise. Et pour moi, j'aime bien dire, la surprise, c'est le désordre qui est provoqué par l'autre.
Alors, l'autre, en tant qu'humain, avec lequel je partage ou non ma vie, mon travail, etc. Et c'est bien cette surprise qu'on va retrouver chez l'autre, illustrée dans un film, un livre, une pièce de théâtre. Hein. Mais vous voyez que là, on est dans quelque chose qui va nous mettre en désordre, en suspense ou en déséquilibre. Là, hein, la surprise, c'est le déséquilibre provoqué par l'autre, pas par moi. Donc, surprise, ça c'est le charme. Je reviens, donc ça c'est dans la relation à deux. Et j'insiste, le jeu qui est mitoyen du rituel, de toutes ces célébrations, comme par exemple la Saint-Jean, avec la fête de la musique aussi le 21, alors que la fête de Saint-Jean c'est le 24. Ce sont tous ces rituels païens qui ont été repris, bien sûr, par les différentes religions ou par d'autres choses, et que c'est notre besoin là de jouer à des dates régulières, à des dates récurrentes. On sait donc les dates anniversaires, bien sûr, mais les semailles, mais aussi, comment ça s'appelle, quand on a les premiers fruits, les premiers légumes, je n'arrive pas à trouver le mot. Les rogations. Les rogations. Non, non, c'est autre chose. Quand on commence. Les récoltes, mais il y a autre chose quand ce sont les premières récoltes. Les oui, il y a autre chose, mais je n'arrive pas à trouver le mot. Voilà. Et donc, ça, c'est toutes ces célébrations. Célébrations, vous le soulignez. Hein. Je peux célébrer en famille, je peux célébrer dans mon église, je peux célébrer aussi avec quand on faisait les récoltes ou les moissons. Vous voyez, là, on faisait aussi ripaille pour les vendanges. Hein. Il y a aussi les célébrations. Toutes ces choses qui sont très, très importantes parce que le mot important ici, c'est cohésion. Ça permet la cohésion, soit familiale, soit religieuse, soit du village. C'est qu'il y a ces points de repère où le jeu est quelque chose qui va être plutôt du côté du familier que du côté de la surprise. Alors, bien sûr, dans le carnaval, on va tout mélanger. Il y a l'inversion de la hiérarchie. Ceux qui sont puissants ne le sont plus. Ceux qui sont petits ou jeunes vont au contraire avoir des droits de grands, etc. Donc là, mais ces surprises, elles sont tellement ritualisées que ça garde la familiarité et le réconfort de ce qui est déjà connu. Donc, célébration, la fête du village, la fête de la Saint-Jean, la fête de Noël, toutes ces choses sont des étapes où le jeu, effectivement, a une fonction. Hein, célébration et cohésion de groupe. Et puis le troisième, dont on a parlé déjà, avec la prise de risque, sous quelque forme que ce soit, donc depuis des choses anodines, quand on mise avec 3 haricots parce qu'on joue avec ses petits frères, jusqu'à des prises de risque plus importantes, où il y a toujours, je dis bien, ça vous avez souligné, l'association de peur et plaisir. Je prends un risque. Et après, il y a tout l'éventail du plaisir minime, peut-être, jusqu'au plaisir qui peut être mis en danger. Voilà. Donc là, on a bien des termes tels que masque. Hein, on aurait pu mettre masque, quand on dit cacher, faire semblant, c'est masque. Et puis, il y a ensuite l'idée de quelque chose de sacrificiel au moment des célébrations, où on est dans la provocation, et toujours l'idée aussi du sacré, hein, du sacré dans les fêtes. Donc, là, ce que je n'ai pas encore suffisamment dit, on voit qu'on joue avec les mots, avec les silences et tout ça, mais le fond du pot, et c'est là qu'on va revenir à Pascal, bon, c'est que le jeu a toujours à voir avec donc, la peur de la rencontre, la peur du temps qui passe aussi, ce qu'on va retrouver dans les célébrations, mais aussi dans nos façons de nous distraire pour ne pas être continuellement rappelés à la réalité que nous sommes mortels. Hein, c'est ça l'objet de Pascal, P majuscule, c'est que si nous n'étions qu'en contact avec notre statut de mortel, eh bien, d'abord, il y a plein de bêtises qu'on ne ferait plus, plein de magazines qu'on ne lirait plus, il y a plein de choses qu'on éviterait, mais on risquerait quand même d'être rudement plombé et d'avoir, ça nous empêcherait sans doute d'être dans un plaisir humain aussi. Donc, c'est ça, la distraction, c'est que de faire comme si nous n'étions pas mortels. Nous le savons, mais nous n'y croyons pas. Et c'est ce que disent les personnes qui parlent là de la destruction de la planète, que nous savons hein, que la maison brûle, mais nous faisons semblant nous l'ignorons, nous faisons comme si nous ne voyions pas. Et ça, c'est un propos de Pascal. Nous savons et nous faisons comme si nous ne savions pas. C'est ce qu'on appelle le déni aussi, le déni de cette réalité.
Bon, les collapsologues en parlent abondamment, et d'autres aussi d'ailleurs. Donc, c'est peur de la rencontre, peur du temps qui passe et peur de la mort, ou peur de la souffrance aussi. Hein, on voit ça dans le carnaval. Et donc, aussi, plaisir de voir la hiérarchie bousculée, des codes qui sont renversés. Enfin, il y a des livres absolument extraordinaires sur le carnaval et le sang du carnaval avant qu'il ait été un petit peu dévoyé. Hein, le carnaval, c'était vraiment quelque chose qui permettait à la communauté de vivre bien, parce qu'il y avait cet excès ponctuel qui existe encore, hein, mais qui a perdu quand même sa valeur cathartique. Oui, cathartique, exactement. Merci Pauline, cathartique. Et aussi un renversement. On renverse les codes, hein, la hiérarchie est inversée, c'est ça. Et c'est une façon aussi, c'est la peur d'être contrôlé en fait. Oui. D'être oui. asservi. Oui. Et donc, pendant une journée ou un peu plus, ou 3 jours quelquefois, on renverse. Ce sont ceux qui sont contrôlés habituellement, qui prennent le pouvoir, qui ont le droit de donner des ordres à ceux qui ont des couronnes et tout ça. Donc, c'est un peu le fou du roi qui, à ce moment-là, est valorisé. Je repense beaucoup au mot code. Hein. Les codes sont inversés à ce moment-là. Les codes qui permettent la vie sociale, qui permettent la loi commune, tout à coup, sont mis entre parenthèses. Ils existent toujours, mais on ne va plus les respecter. Hein. Alors que ce qui serait dramatique, c'est de faire comme s'ils n'existaient pas. Ils existent et on joue avec eux. Mais ça montre qu'ils ont été vraiment choisis. C'est ça, voilà. Et qu'on les valorise à nouveau, qu'on les réhabilite, pas en jouant avec eux dans le sens inverse. Est-ce que c'est un jeu de transgression à ce moment-là ou comme c'est permis, c'est pas de transgression? C'est de la transgression, c'est la transgression, mais j'insiste sur le fait que la transgression est quelque chose qui est dans le plaisir de la délinquance, alors que souvent c'est confondu avec la perversité ou la perversion, qui n'a rien à voir avec ça, puisque dans la transgression, je sais que ça existe et j'outrepasse, alors que la perversité ou la perversion, c'est l'ignorance de ces règles, de ces codes pour moi. Je suis au-dessus des lois. Et ça n'a rien à voir. Hein. Vous voyez bien. Et que malheureusement, comme c'est confondu, quelquefois, on n'y connaît pas. Toutes les soirées. Voilà, exactement. Voilà, et merci. Merci, exactement. Et que ça me fait très peur parce que ça fait penser aussi au film, c'est pas le piège, c'est des adolescents hein, qui montent tout un coup pour être entrés dans l'appartement d'un homme riche, L'appât, c'était le film L'appât. Et donc, il le tue, cet homme riche, pour avoir l'argent, et ils sont repérés, ils passent devant le tribunal, et on leur dit, mais est-ce que vous savez que c'est interdit de tuer? Ah bon, c'est interdit de tuer? Là, on voit bien que ce sont des personnes qui n'ont pas intériorisé la loi. Et ben, c'est comme s'ils avaient été dispensés de l'acquisition, de l'apprentissage des codes, de la morale, de l'éthique, etc. Enfin, c'est vraiment un film qui m'avait fait très peur, parce que je pense que ce n'est pas qu'un film, qu'il y a des jeunes, effectivement, qui ne savent pas que c'est interdit de voler, interdit de tuer, interdit de violer aussi. Hein. Mais là-dedans, c'est la disparition, effectivement, des frontières et de ces choses absolument nécessaires, pas seulement par la morale, mais pour la vie ensemble, pour la vie à plusieurs. J'avais vraiment trouvé ça très, très fort et peut-être pas suffisamment légendaire à mon sens. Là. Je redis bien, jouer avec le silence. Jouer avec le silence, ça peut être un moment de séduction, ça peut être aussi un moment de perversité. Tout dépend de la façon dont l'autre reste sujet pour moi. Est-ce que je suis dans une séduction agréable, où je ne dis pas trop, ou est-ce que le silence va être une façon de tuer l'autre d'une façon ou d'une autre. Je pense aussi à mon chouchou. Tuer l'autre comme une manie? Oui, bien sûr, bien sûr. De ne pas répondre à quelqu'un. Voyons ce qui a pu se passer pour nous quand, enfant, nous posions des questions et que nous n'avions pas la réponse. C'est une façon vraiment d'altérer quelque chose de nous. J'en profite donc. Est-ce que j'ai mis ou flatté? J'aurais dû le mettre. Je ne l'ai pas mis. Flatté. Hein. Si, je l'ai mis. Voilà. Donc, mon chouchou en l'occurrence, c'est les fables de La Fontaine, qui sont propres là à nous surprendre, pas seulement par les analogies, mais il y a toujours un petit
pas une surprise ou deux surprises, il y a toujours un retournement de situation, la chute. Là. Et chaque fois, je dirais que ce n'est pas uniquement la première fois que ça peut nous faire plaisir, mais chaque fois, parce que c'est tellement bien ficelé. Mais comme on peut voir un film de Hitchcock plusieurs fois, et toujours avec le même plaisir. Et oui, je parlais du sport, de la conduite tout à l'heure, la conduite automobile qui peut être aussi un comportement ordalique, mais nous aussi, quand nous sommes au volant d'une voiture ou d'un vélo, est-ce que nous jouons avec la limite, la vitesse, avec la descente? Est-ce que je suis suffisamment en confiance avec mes freins? Ou est-ce que je prends un petit peu de risque? Mais dans le sport aussi, quand je fais du ski, est-ce que je joue un peu avec ma sécurité? Le mot que je n'ai pas encore dit, c'est jouer à quitte ou double également. D'une façon, du plaisir naturel, mais le quitte ou double, ça peut aller jusqu'à la roulette aussi. Qu'est-ce que je joue à quitte ou double? Donc, les fêtes laïques et religieuses, les sacrifices, tout ça j'ai dit. Donc, le plaisir, évidemment, je dis bien, c'est la rencontre, la découverte, la création, mais toujours avec le but de l'énergie qui est mobilisée. Le plaisir pour de l'énergie, pour de l'élan nourri. Et c'est quand même à ce moment-là aussi que j'insiste sur la distinction à faire, que moi je vais faire, après vous ferez ce que vous voulez, entre le désir et le plaisir. Parce que, pour résumer, je dis souvent, si j'avais, bien sûr, c'est un peu absurde peut-être comme question, mais je me l'attribue une seconde, si j'avais à choisir entre une vie sans plaisir et une vie sans désir, évidemment, je choisirais de me dispenser de plaisir, mais surtout pas de désir. C'est le désir. Donc, c'est toujours premier, parce que c'est ça quand même le mouvement. Alors, évidemment, le plaisir me permet de renouveler quelque chose de ce mouvement, mais nous avons à nous méfier de la confusion qui est fréquente aujourd'hui aussi entre désir et plaisir, notamment dans la pédagogie et toutes ces choses-là. Du coup, Aliette, je te demande de préciser moi aussi. Quoi? La différence entre le plaisir et le désir. Le désir, quand je parle de désir, mais je vais bientôt faire une conférence sur ce thème que je prépare. Le désir, c'est le moment, quand je parle de désir, de bien lui éviter tout complément de l'objet direct. Je suis dans le désir, ce que Freud appelle la libido, un mouvement de vie, un élan de vie, quelque chose que je pourrais aussi appeler gourmandise, curiosité, etc. Et donc, malheureusement, quand nous voulons absolument mettre un complément d'objet direct, ça casse la baraque, parce que on va évidemment mettre le spot sur est-ce que je désire du chocolat ou un voyage autour du monde ou une rencontre amoureuse. C'est moi désirante. Alors, voilà. Du coup, ce que j'entends, c'est que le plaisir, c'est une sensation que j'éprouve sur une expérience que je mène. Oui. Et que le désir, c'est un élan, c'est je vais vers. Je vais vers, c'est le mouvement. C'est pour ça qu'une vie sans désir, c'est l'horreur, c'est la dépression. Voilà. Alors après, bien sûr, c'est un sujet que j'aime bien développer quand on parle de la dépression. Alors que le plaisir, c'est une expérience, mais qui renvoie à quelque chose de ma satisfaction, et avec tout ce que ça suppose, avec mon envie de recommencer, mais ce n'est nullement comparable au désir. Le désir sans plaisir, il se tarirait? Non, pas forcément. Bon, peut-être au bout d'un moment, mais quand même, c'est plus... Enfin, bien sûr qu'il faut quand même un peu de plaisir, mais l'horreur, c'est du plaisir sans désir, bien plus que du désir sans plaisir. Hein, c'est ça. Donc, j'insiste beaucoup, je ne l'ai pas suffisamment fait sans doute tout à l'heure. Le désir, ça pourrait être du côté de contenter. Voilà. Et avec... Donc, évidemment, dans le plaisir, il y a le côté ludique, où on est encore en mouvement, et le mot qui viendrait juste au fond, là, avec tuer, c'est le côté obscène. On voit bien, par exemple, pour certains comiques qui ne sont pas du tout dans la surprise, qui renouvellent continuellement l'effet de surprise, mais c'est l'obscène qui est toujours la même plaisanterie, toujours quelque chose de vulgaire. Et là,
on est effectivement dans quelque chose de répété et jusqu'à l'usure. Mais moi, j'ai toujours étonnée de voir que les gens continuent à rire de ces choses-là. Mais bon, c'est une autre question. Ça me fait penser au Satilikon de... Exact. Oui, exact. Oui, merci pour l'exemple. Et le désir, il trouve... Enfin, vous allez faire une conférence, mais le désir, il trouve sa source et son alimentation dans quoi? Dans le fait, justement, d'être incomplet, non fini. Donc, cette expérience de finitude, elle peut être très angoissante aussi, parce que ça veut dire mortalité, etc. Mais c'est parce que je n'ai donc un non achevé, bon, et que ma vie va être en même temps création d'une sécurité et élan pour la conquête du monde. Et nous sommes programmés pour ça. C'est à la fois quelque chose qu'avoir un pot de terre dans lequel je vais faire mes racines, mais très très vite, effectivement, ça va devenir un jardin de curé avec les poisons et tout ça. Et après, évidemment, c'est être continuellement dans l'appétit pour autre chose, pour différents. Alors, chacun va le mesurer différemment ou va l'organiser ou le rendre compatible différemment. Et ça, c'est la signature de nos vies. C'est de quoi ai-je besoin pour ma sécurité et jusqu'où est-ce que je vais aller dans cette exploration du monde. Et ça, c'est donc très